Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus pour cette nouvelle conférence Savoir en partage, le cycle de conférences organisé par la BNU et les presses universitaires de Strasbourg, la maison d'édition de l'université. Le livre qui va nous occuper ce soir, c'est celui-ci, Une jeune aristocrate lorraine face à la guerre de 1870, le journal de René de Riocourt, 1870-1871. Il s'agit d'une partie du journal de René de Riocourt, jeune femme issue de la noblesse lorraine. Il a été mis au jour par l'historien, professeur dans le secondaire et chercheur rattaché au laboratoire Art, Civilisation et Histoire de l'Europe de l'Université de Strasbourg, Timothée Muller, que l'on remercie pour sa présence. Avant de lui céder la parole, un petit mot sur notre collection Écrits femmes qui accueille ce nouvel ouvrage. Créé en 2014, donc bien avant l'essor de MeToo, dirigé par les historiens Alban Cognier et Nicolas Bourguina, elle rassemble et commande des textes originaux et pour beaucoup inédits, rédigés par des femmes ordinaires des 19e et 20e siècles, mais ayant eu une vie extraordinaire. Que leurs noms soient célèbres comme Louise Michel, Jenny Marx ou Magda Trocmé, ou bien relativement anonymes comme celui de René de Riocourt, la collection met en lumière à la fois le rôle que les femmes ont occupé dans la vie quotidienne ou dans le débat public, à travers leur correspondance, leur autobiographie ou leurs récits. Et c'est exactement ce que va faire Timothée Muller ce soir, à qui je donne le micro et à qui vous pourrez poser toutes vos questions à l'issue de son intervention. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux pour cette conférence. C'est vrai que c'est toujours un moment un peu particulier parce que bah voilà, on travaille sur ces textes-là de façon très solitaire et puis bah voilà, le jour où il faut les présenter, on se retrouve alors pas toujours, mais ce soir devant une salle qui est quasi comble. Donc ben c'est pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici pour venir vous présenter ce travail-là. Et voilà, je reviendrai un petit peu sur la genèse de ce travail en introduction, avant de vous faire un commentaire qui reprend plus ou moins le commentaire que je fais dans l'ouvrage. C'est évidemment de façon un petit peu allégée, et de façon un petit peu moins, on va dire, académique, afin aussi d'être le plus clair possible. À la fin de l'introduction, je vous proposerai également une petite frise chronologique pour remettre un petit peu du cadrage dans cette histoire de la guerre de 1870, qui est pas forcément toujours connue par tous, mais voilà. Donc à toutes fins utiles, cette frise chronologique, je la commenterai brièvement avant donc de commencer le commentaire en lui-même. Et avant toute chose, j'aimerais remercier différentes instances, différentes personnes, évidemment Rémi Gounel et les presses universitaires pour leur confiance, les presses universitaires de Strasbourg bien sûr, pour leur confiance et pour la qualité de leur travail, pour la qualité de nos échanges, parce que ben tout a toujours été très fluide et voilà. Évidemment également Nicolas Bourguina, ici présent, qui a été mon directeur de thèse. C'est dans le cadre d'ailleurs de ce travail de thèse que j'ai découvert le manuscrit de René de Riocourt par son entremise. Donc voilà. Et je remercie également la BNU pour permettre la tenue de cette petite conférence. Voilà. Alors, ce qui est un petit peu embêtant quand on est seul en scène comme ça, c'est moi je suis un petit peu dépendant de mes notes ce soir. Parfois c'est possible de le masquer. Ce soir ça le sera un petit peu moins. Alors bon, je vais essayer de compenser en essayant d'être le plus clair possible, et tout de même en ne me perdant pas systématiquement dedans. Ce serait quand même bien. Donc je ferai de mon mieux. Alors le titre de la conférence correspond pas au titre de l'ouvrage, vous l'aurez remarqué, mais c'est bien. Moi, c'est un titre que j'aime bien, justement, La jeune fille et la guerre, parce que il se rapporte à René de Riocourt, bien sûr, mais il se rapporte aussi à beaucoup d'autres femmes, d'autres jeunes femmes en particulier, qui, comme elle, ont vécu la guerre et ont pris la plume pour décrire leur expérience quotidienne de cette guerre. Et parmi ces jeunes filles qui ont écrit et parmi ces témoins de la guerre, il y en a qui ont pris la plume spécifiquement pour l'événement. Et donc on a des textes qui sont circonscrits à l'événement. C'est-à-dire qu'ils commencent dans le contexte de guerre, ils s'arrêtent avec la guerre, mais on a également on
pourrait parler d'écrivains en herbe ou d'écrivains de circonstances, enfin pas forcément de circonstances, mais qui s'adonnent de façon assez régulière à la pratique de l'écriture diariste ou de façon plus commune à la correspondance, et pour lesquels la guerre prend une place particulière donc dans cette écriture quotidienne, dans cette écriture ordinaire. Mais n'en constitue finalement qu'un temps. Et c'est le cas pour Renée de Riocourt. C'est-à-dire que Renée de Riocourt, elle écrit bien avant le début de la guerre. C'est difficile de dater exactement quand ça commence, mais j'en redirai un mot, hein, justement. Ne serait-ce qu'à Strasbourg, moi je pense aux journaux d'une jeune fille comme Cécile de Dartagne, qui a 13 ou 14 ans au moment du siège de Strasbourg, et qui prend la plume pour écrire une lettre qui devient un journal à l'adresse de sa sœur, une espèce de lettre pour plus tard. Mais de fait, ça devient un journal intime, puisque finalement, une succession de lettres qui ne sont pas envoyées, qui sont chacune datées, ça devient en quelque sorte un journal intime. Je pense également à celui d'une jeune fille qui s'appelle Ernestine Ungerer, qui est plus bref. Et ça, c'est seulement pour Strasbourg. Des journaux qui concernent la guerre de 1870, qui ont pour objet la guerre de 1870. En réalité, il y en a un certain nombre. Donc, comme je vous le disais, moi, j'ai découvert ce manuscrit au cours de ma thèse que j'ai soutenue en 2022 sur donc le conflit franco-allemand de 1870 dans ce qu'on appelle les écrits du fort privé. Les écrits du fort privé, ce sont en fait des textes qui sont produits par des particuliers en dehors de tout cadre institutionnel. Donc dedans, on va trouver des journaux personnels, plus rarement intimes, je ferai la distinction notamment en première partie entre les deux, des mémoires, des correspondances. Donc j'ai découvert ce manuscrit, ce texte par l'intermédiaire de Nicolas Bourguina, mais également d'une de ses anciennes étudiantes de master qui s'appelle Pauline Reibel, qui a consacré son mémoire de recherche à Renée de Riocourt et qui a accepté de me fournir à l'époque ses photographies de l'archive, ce qui évidemment ne m'a pas dispensé d'aller voir l'archive elle-même sur place, de la reprendre en photo parce que parfois c'était nécessaire. Mais également de découvrir un peu plus avant le Châtrier d'Aulnoy, dont ce journal fait partie, qui est en fait un vaste ensemble documentaire, hein, et dans lequel on trouve un certain nombre de journaux. Alors pas seulement celui que j'ai publié et celui dont je vais parler ce soir, mais également un journal écrit par la mère de Renée de Riocourt, et d'autres journaux écrits par elle-même. Dont le plus ancien date de 1868. Alors, je reviendrai sur celui-là. Voilà. Bon, voilà. Donc à gauche, hein, c'est le carnet le plus ancien. À droite, on a le carnet que je publie donc partiellement, hein, parce qu'il va jusqu'en mai 1873. Moi, je m'arrête au 31 décembre 1871. Mais en fait, vous remarquerez que sur le carnet le plus ancien, sur la couverture, a été gratté sommairement le nombre 14, qui est d'ailleurs répété en page de garde, parce qu'en réalité, des carnets, il y en a sans doute eu beaucoup plus. Voilà, mais tous n'ont pas été conservés. Je reviendrai un petit peu sur la pratique du journal personnel chez les jeunes gens dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais il y a un certain nombre de commentaires intéressants à faire à ce sujet-là et qui éclairent un petit peu le sens que Renée de Riocourt peut donner, en tout cas l'un des sens que Renée de Riocourt peut donner à son journal. Voilà. Alors, outre ces journaux, on trouve des arbres généalogiques, on trouve un album de photographies de famille, dans lequel malheureusement ne figure aucune photo de Renée de Riocourt. C'est plutôt la génération d'avant. On trouve un certain nombre de photos de sa mère, par contre, à tous les âges, mais pas d'elle. En tout cas, on ne peut pas l'identifier avec certitude. Un passeport également, le passeport de Renée de Riocourt. C'est les passeports de l'époque qui sont extrêmement descriptifs, puisque bon, c'est des passeports sans photographie, que je fais figurer pour le coup dans l'ouvrage. Voilà. Et bon, évidemment, ça m'a permis d'avoir le document original en main. J'ai fait plusieurs séjours à Metz et plusieurs passages aux archives départementales de Saint-Julien-les-Metz pour pouvoir relire, corriger, refotographier. Ça a été un travail de longue haleine, déjà durant ma thèse, évidemment, parce que ça a été quand même une archive très importante pour moi à ce moment-là, mais évidemment, à plus forte raison pour la publication de cet ouvrage. Voilà. Alors, il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'un carnet, d'un journal qui a été écrit ou plutôt recopié
j'en reparlerai, hein, dans un carnet à couverture rigide, rouge, qui fait une vingtaine de centimètres de haut, donc assez grand quand même, hein, et environ 18 centimètres de large. Donc c'est un carnet assez volumineux. On en voit la première page ici. Ça fait partie, hein, de ces journaux qui ont été particulièrement bien écrits, c'est-à-dire qu'ils sont particulièrement lisibles. Ils ont été écrits dans une langue, enfin, il a été écrit, hein, dans une langue très claire. Voilà, donc c'est un véritable atout pour pouvoir travailler avec, pour le transcrire, parce qu'évidemment j'ai procédé à la transcription intégrale du journal. Au total, hein, ce sont, il me semble, 178 pages ou 168 pages, donc c'est quand même conséquent. Hein, et voilà. Et ça fait partie donc d'un ensemble en fait de 7 carnets qui sont de la main de René Driaucourt et qui ont donc été écrits entre 1868 et 1890, parce qu'on a chez René Driaucourt une pratique de l'écriture diariste qui est particulièrement pérenne. Et ça aussi, j'en redirai un petit mot. Voilà. Alors bon, hein, concernant les carnets, c'est tout ce que j'avais à dire. Concernant René Driaucourt elle-même, alors, elle naît à Paris le 18 avril 1852. Au commencement de la guerre, le 19 juillet, elle a donc 18 ans. Et au début de la guerre, elle vit en Lorraine, à Aulnoy-sur-Seille, dont est originaire sa famille paternelle, les Dubois de Driaucourt, qui est une famille de la région. Son père est maire de la commune d'Aulnoy-sur-Seille, comme son père l'avait été avant lui. Hein. Donc c'est une famille qui est très ancrée en Lorraine. Sa mère, elle, donc c'est Marie Duval de Dampierre, qui est née en 1828 dans une famille picarde. Autre élément, hein, biographique pour René Driaucourt, donc elle épouse en 1878 François Norbert de la Chaise, avec qui elle aura 4 enfants, dont le dernier né en 1888, c'est-à-dire un an avant la mort accidentelle de son mari. Elle commence la partie de son journal personnel que l'on pourrait qualifier donc de journal de guerre le 23 juillet 1870, alors que la guerre est déclarée depuis 4 jours. Voilà, et elle l'achève, en tout cas pour la partie que je publie, le 31 décembre 1871, comme je vous le disais. Personnellement, hein, tout comme René, qui affirme en recopiant son journal, qui est en fait une mise honnête de l'original, mais c'est une mise honnête, hein, à laquelle, dit-elle, elle a voulu être, enfin, dans laquelle elle a voulu être très très fidèle à l'original. Finalement, j'ai procédé un petit peu de la même manière, en essayant d'être aussi proche du texte original, avec évidemment, hein, certains éléments de mise en page et d'édition qui sont bien nécessaires. René Driaucourt souligne beaucoup des mots pour les accentuer. Dans le journal, on les trouve en italique, hein, par exemple. René Driaucourt met parfois des majuscules à des noms propres. Lorsque cela m'a semblé significatif et avoir un sens particulier, j'ai conservé cette majuscule, par exemple. René Driaucourt, également, est dans une on pourrait qualifier son entreprise de réécriture d'entreprise documentaire, parce que René Driaucourt augmente son journal de notes de bas de page. Ces notes de bas de page qui sont appelées par des petites croix dans le texte. Et à l'occasion de ces notes de bas de page, elle donne des précisions sur le sentiment qui a pu être le sien à l'époque, sentiment partagé par son entourage. Elle donne des précisions aussi sur la conduite de la guerre, avec le recul des années qu'elle n'a pas à ce moment-là. Donc on peut voir le contraste entre justement le regard qu'elle a avec le recul et le regard qu'elle a au moment où en fait elle est au milieu des événements sans avoir de vue d'ensemble, c'est le moins qu'on puisse dire, sur justement la conduite de la guerre. Voilà. Bien. Je reviens également très rapidement, hein, sur l'historiographie de la guerre de 1870, parce que ça permet également d'inscrire mon travail dans un contexte scientifique. Bon, la guerre de 1870, c'est une guerre perdue, donc pendant très longtemps, ça a été une guerre à laquelle on ne s'est pas beaucoup intéressé. Hein. On a 2 ouvrages qui sont un peu pionniers. On a celui de Stéphane Audouin-Rousseau, qui est très connu, hein, qui date de 1989. On a celui de François Rode, qui date de 1990. On a eu par contre un renouvellement très important de cette historiographie à la faveur du 150aire, hein, du conflit en 2020. On peut penser à l'ouvrage coécrit par Nicolas Bourguin et Gilles Vogt, qui envisage la guerre dans sa dimension globale. On peut penser par exemple à l'ouvrage de François Connor, qui date de la même année. On peut penser plus récemment également
Un ouvrage qui est peut-être un peu moins connu, mais qui moi m'intéresse particulièrement, c'est celui de Sandra Chapelle, qui est tiré de sa thèse, qui a été soutenue la même année que la mienne, qui date de 2024 et qui s'intitule Des civils au cœur de la guerre franco-allemande, écriture de soi et expérience sensible. Voilà, elle a des perspectives qui sont assez proches des miennes, mais tout de même différentes à un certain nombre d'égards. Mais voilà, ça participe de cette dynamique historiographique, puisqu'on a là un ouvrage qui est particulièrement récent, bien sûr. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, voilà. Moi, je m'intéresserai finalement pour le commentaire à trois grands aspects finalement analytiques. Le premier, c'est une question. Que fait la jeune fille qui écrit son journal? C'est une question à laquelle la réponse a l'air évidente. Elle écrit son journal, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement d'écrire son journal dans la deuxième moitié du 19e siècle, en particulier en guerre? J'y reviendrai donc. Je reviendrai également sur une partie un peu plus classique sur les expériences de guerre. Donc de quelles expériences de guerre finalement ce journal témoigne-t-il? Et je terminerai avec l'écriture de soi dans tout ça. Et parce que poser la question de l'écriture de soi, c'est poser la question de l'individualité de René de Riocourt. Quelle place pour l'individu dans ce journal? A-t-on affaire à un journal intime? Suspense. Donc, je vous propose de commencer. Alors, j'amorce le commentaire avec une question un peu générale. Je vais pas oublier de passer. Voilà. Ah oui, j'avais parlé également de la frise chronologique. Pardon, excusez-moi, je reviens quand même rapidement dessus. Avant de commencer ma première partie, le 19 juillet, donc la France déclare la guerre à la Prusse. Dès le 6 août, la France, dès avant, la France est envahie. Les premières grandes défaites françaises qui ont été décisives ont lieu à Forbach donc en Lorraine et à Freuchwiller en Alsace. Ces défaites ont pour effet d'ouvrir aux Allemands la route de Strasbourg et de Metz, et donc la Lorraine et l'Alsace. En Lorraine, plus particulièrement, 3 batailles décisives, les 14, 16 et 18 août. Ce qu'on appelle parfois les batailles sous Metz, Borny le 14, Rezonville-Mars-la-Tour, qui est peut-être une des batailles les plus décisives de la guerre, Saint-Privat. Ces deux dernières batailles vont en partie provoquer, parce qu'il avait déjà amorcé le mouvement lui-même, mais le repli de Bazaine à Metz avec son armée. Et justement, le repli de Metz, le repli de Bazaine sur Metz va provoquer à partir du 20 août le blocus de Metz, donc du 20 au 27 du 20 août au 27 octobre. Dans le même temps, commence le siège de Strasbourg, qui durera un petit peu moins longtemps, du 16 août au 28 septembre. Plus au nord, les 1er et 2 septembre, donc la tristement célèbre défaite française de Sedan. Le 1er septembre, le 2 septembre, l'empereur se rend et est fait prisonnier avec son armée. La nouvelle arrive assez rapidement à Paris. Le 4 septembre, la chute de l'Empire est proclamée, en même temps que la République, sans effusion de sang, il faut le noter. Donc on a une révolution qui, contrairement aux autres révolutions du 19e siècle, se fait pacifiquement, on pourrait dire. C'est donc le gouvernement de la défense nationale de Jules Favre qui aura pour charge de poursuivre la guerre dans une situation qui à ce moment-là est bien mal embarquée. Le 19 septembre, oui c'est ça, 1870 commence également le siège de Paris qui sera amené à durer jusqu'au 28 janvier 1871. Voilà pour l'année 70. Pour l'année 1871, le 18 janvier, donc proclamation de l'Empire allemand à Versailles, c'est vous dire l'emprise sur le territoire français que les Allemands exercent. Donc dans la Galerie des Glaces, tout un symbole qui fait suite à la création juridique de cet Empire allemand le 1er janvier. Fin février, donc du 21 au 26 février, signature des préliminaires de paix entre Bismarck et Adolphe Thiers, qui remporte les élections législatives du 9 février. Le 10 mai, traité de Francfort qui met fin à la guerre, et c'est également le 10 mai qu'est créé le Reichsland d'Alsace-Lorraine, qui donc incorporé plus tard le 9 juin à l'Empire allemand. Et dernier événement, la Commune de Paris qui dure donc du 18 mars au 28 mai 1871. Voilà pour les dates utiles pour cet ouvrage, même si dans l'ouvrage on a une chronologie qui est peut-être un peu plus fournie. Voilà. Donc j'amorce cette fois le commentaire avec cette question qui est un peu générale mais fondamentale.
concrètement, ça veut dire quoi pour une jeune fille, le fait de tenir un journal au jour le jour dans la seconde moitié du 19e siècle? Là, la chronologie, elle est importante parce que à ce moment-là, la pratique diariste connaît un véritable essor en Europe et en France en particulier. Le terme qui nous vient assez spontanément à l'esprit, c'est celui de journal intime, qui semble s'expliquer de lui-même et correspondre assez bien à la définition qu'en fait Michel Perrault dans un article de 1986. Une écriture pour soi, sur soi, dans un espace clos, celui du carnet ou du cahier, parfois fermé à clé, et codifié, chaque entrée étant introduite par un élément de contexte, à minima la date, parfois des indications qui sont complémentaires sur le moment de la journée, sur le lieu. Cette idée d'écriture pour soi, sur soi, elle renvoie assez spontanément pour nous à la notion de confidence, à la notion de secret, pourquoi pas à celle de sincérité. Une sincérité qui serait permise précisément par le secret. Donc tout ça, c'est un petit peu les intuitions qu'on a. On aurait donc accès peu ou prou au moi de l'individu qui écrit, en l'occurrence ici la jeune fille, débarrassée des contraintes sociales dont est chargé le regard des autres, ce qu'on appelle les convenances dans les milieux bourgeois et aristocrates du 19e siècle. Un moi épuré auquel correspondrait une belle expression toujours de Michel Perrault, celle de miroir de l'âme. Mais vous l'imaginez, si je parle au conditionnel, c'est que les choses sont un petit peu plus compliquées. En fait, dans le cas de René Driaucourt, on en est même assez loin, et c'est un constat qui est général, particulièrement pour les journaux sur lesquels j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse. Parce qu'on ne dit pas tout à son journal. Ce tout, souligne Michel Perrault, n'a d'ailleurs pas beaucoup de sens. La pudeur qui préside aux interactions sociales se retrouve en grande partie dans les journaux qui sont écrits, et dans celui de René Driaucourt en particulier. On ne dit pas tout à son journal parce que tout, si tant est qu'il s'agisse d'une matière saisissable et épuisable, ne se dit pas. Et a fortiori ne s'écrit pas. Ce qu'on appelle journal intime, dans tous les cas, est une construction sociale qui ne se situe pas en dehors de la société, même s'il peut constituer un espace à part relativement protégé. Et dans la fin du 19e siècle, le moi, on le tient à distance globalement. On ne donne pas libre cours comme ça à ses émotions, à sa subjectivité. On la tient en respect. Et ça se retrouve dans ces journaux personnels. Alors, au 19e siècle, on peut citer comme contre-exemple Geneviève Breton, mais Geneviève Breton, dont le journal a été publié en 1985, qui est une famille de la haute bourgeoisie parisienne, c'est quelqu'un chez qui le degré de confidence, le degré d'intériorité, on pourrait dire, est très élevé. Mais c'est un cas tout à fait exceptionnel. C'est vraiment un cas exceptionnel. J'en avais discuté justement avec Sandra Chapelle qui me disait qu'elle n'avait pas trouvé non plus d'exemples similaires. Donc la règle, c'est quand même une certaine retenue. Voilà. Dans le cas de René Driaucourt, comme pour beaucoup d'autres jeunes gens qui s'adonnent à la pratique de ce que j'appellerais plutôt de manière plus générale journal personnel, dans le sens où il se rapporte à une personne, un individu identifiable, et pas dans le sens où il leur est forcément réservé, c'est encore plus net parce que, il n'est pas du tout prévu qu'il soit fermé au regard extérieur, ce journal. En réalité, c'est un exercice prescrit, et ça c'est un terme à souligner. Alors, dans son cas, on n'en a pas la preuve, mais enfin, c'est quand même très probable, vu la manière dont elle écrit. Il y a quand même un certain nombre d'indices qui se retrouvent dans ce carnet et qui me font tendre vers cette hypothèse-là. C'est donc un exercice prescrit, comme je vous le disais. Et c'est quelque chose d'assez commun, puisque en fait, on prescrit régulièrement aux enfants et aux adolescents des milieux lettrés, de la bourgeoisie et de l'aristocratie, cet exercice du journal. En fait, ça sert à la fois à pratiquer l'écriture, le style, la calligraphie, tout ça, ça s'apprend d'écrire à la plume. Mais ça a également des fins éducatives et morales. On y attend, comme l'explique l'historienne Judith Lioncan, un examen de conscience solitaire et quotidien, ce qui en fait une école d'écriture et de contrôle de soi. C'est ce que Philippe Lejeune appelle le journal de résolution ou journal spirituel. En somme, il s'agit plutôt d'y éduquer le moi, de l'entraîner à la retenue, à la pudeur, et le tout sous contrôle d'une autorité morale. Ça peut être les parents, ça peut être un religieux, ça peut être les deux. C'est en soi un exercice qui est codifié et pour lequel il existe des modèles. On peut penser à certains journaux types qui ont été publiés, comme celui de Madame Tourte-Cherbulier. Au départ, tenir un journal personnel, le plus souvent, ça n'a rien de spontané. C'est pas un acte libre. Pour René Driaucourt,
on peut faire l'hypothèse qu'elle s'est familiarisée avec l'écriture diariste de cette manière, hein, comme je le disais, même si ses premiers carnets n'ont pas été conservés. Le 1er janvier 1873, elle écrit donc dans une entrée 2 ans après la guerre, elle écrit donc que le journal pour elle c'est un espace où elle peut dire à sa mère tout ce qui est au-dessus de ses forces de lui exprimer autrement. Autrement dit, elle écrit pour sa mère, de façon assez claire. Il n'y a pas de secret. D'ailleurs, en 1878, dans une autre entrée qui suit son mariage, elle indique qu'elle va transmettre l'ensemble de ses carnets, en tout cas la première partie de son journal, alors c'est probablement plusieurs carnets, à sa mère, comme elle le lui a promis, suivant une sorte de contrat mère-fille, enfin ce que Philippe le Jeune appelle un contrat mère-fille. Donc voilà, on est quand même assez loin de ce journal pour soi, sur soi. Voilà. Donc, en clair, vous l'aurez compris, quand on parle de journal intime pour René Driaucourt, il faut le faire avec précaution et il faut savoir de quoi on parle. Voilà. Alors du coup, j'ai évidemment oublié de passer les diapositives. Donc bon, ici le journal de Geneviève Breton, la page de garde du journal de Cécile de Dartaigne dont je vous parlais, la page de garde également du journal d'Amélie, qui est donc le journal de Madame Tourte-Cherbullier, donc un de ces modèles de journaux. Et j'en viens maintenant à une partie que j'ai intitulée l'écriture en guerre. Donc, la guerre de 1870 a fait l'objet de nombreux récits, et souvent sous la forme de journaux écrits au jour le jour. À titre personnel, moi pour ma thèse, j'avais retenu un corpus d'une 60aine de textes, et sur ces 60 textes, on comptait 41 journaux, plus quelques ensembles épistolaires, une douzaine de mémoires. Et il se trouve que j'ai dû sélectionner parmi les journaux. J'ai dû sélectionner parce que les journaux sur la guerre de 1870, ou en tout cas les textes qui en prennent la forme, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Je l'ai assez vite compris. Je ne savais pas trop en commençant, mais je l'ai assez vite compris. Et voilà. Et c'est un constat qu'on peut faire aussi dans d'autres travaux qui ont été faits sur la guerre de 1870. Sur les 41 journaux que j'ai retenus, 9 ont été écrits par des femmes, souvent des aristocrates ou des femmes de la bourgeoisie lettrée, avec une part non négligeable de jeunes filles, au nombre desquelles donc on trouve celui de René Driaucourt. En dehors de mon corpus de thèse, on peut penser à d'autres journaux féminins, évidemment celui de George Sand, qui est très célèbre. Ce qu'on retient de tout ça, c'est que il y a eu une écriture abondante de la guerre de 1870, et dans cette écriture abondante, il y a eu une part non négligeable d'écriture féminine. Mais par contre, on a eu assez peu de textes de femmes publiés, parce qu'on considère encore au XIXe siècle que l'espace public est un espace masculin essentiellement. On a très peu de femmes qui publient. George Sand, elle le fait, comme vous le savez, sous un pseudonyme. Voilà, on a quelques exemples de femmes qui ont publié leurs témoignages sur la guerre de 1870, mais le plus souvent, elles le font avec le patronage d'un homme, et d'une autorité souvent. Ça peut être un général, par exemple. Voilà. Il est tout à fait évident que pour René Driaucourt, de publication, il n'est absolument pas question. Elle se tient très loin de toute façon d'un tel projet. Pour elle, comme pour beaucoup d'autres, la guerre, cependant, s'impose comme un thème central, incontournable de l'écriture. Et voilà. Si c'est souvent la forme du journal qui est choisie pour écrire la guerre, c'est à la fois donc une question de modèle et une question de commodité, parce que c'est un genre qui se prête bien à l'écriture au jour le jour, sans autre finalité qu'elle-même, en tout cas dans un premier temps. C'est un peu l'idée qu'on retrouve chez George Sand, alors pas dans son journal directement, mais George Sand, elle écrit du journal la chose suivante: faire un journal, c'est renoncer à l'avenir, c'est vivre dans le présent, c'est avouer à l'implacable, donc le temps, qu'on n'attend plus rien de lui, qu'il n'y a plus de relation entre ce jour-là et les autres. Et par contre, dans son journal, d'un voyageur pendant la guerre, elle écrit: nous tombons dans l'inconnu, nous entrons dans la phase des jours sans lendemain. Le journal intime, en fait, se prête particulièrement bien à ce contexte-là, parce que justement, l'écriture au jour le jour ne présume pas de la suite.
C'est précisément une écriture qui se cantonne à décrire chaque jour tel qu'il vient. Or, dans le contexte de guerre, il est très difficile de savoir ce qu'il va advenir. Voilà. Donc ça, c'est assez important, c'est quelque chose qui se retrouve bien et qui pourrait expliquer justement l'abondance des journaux sur la guerre de 1870. En fait, c'est peut-être même une réponse à cette rupture que constitue la guerre. Face à l'exceptionnel, des individus prennent la plume, ce qui en soi peut constituer donc une rupture de la normalité de leur quotidien, puisque prendre la plume, pour certains, est un acte exceptionnel. En tout cas, prendre la plume pour écrire un journal. Pour Éléonore Reversi, qui est autrice d'un ouvrage sur les témoignages des sièges de Paris en 1870-71, donc que ce soit le siège de la guerre elle-même ou le siège de la Commune, c'est le sentiment d'être confronté à l'inouï, à un fait ou une situation qu'on ne peut immédiatement rapporter à quelque événement antérieur qui pousse à prendre la plume pour témoigner. Chez ceux qui, comme René, tenaient un journal, la rupture apparaît tout de même. Cette rupture, elle peut être marquée par plusieurs pages laissées blanches. Je pense à cet égard au journal d'Édouard Churet, poète alsacien, qui est conservé aux archives municipales de Strasbourg et que j'ai également transcrit, pour lequel c'est comme ça qu'il matérialise finalement la rupture entre le temps qu'on pourrait qualifier d'ordinaire et le temps de guerre. Chez René, c'est une période de silence. Elle n'écrit pas du 18 avril 1870 au 23 juillet. Alors, peut-être le temps d'encaisser le choc, peut-être que c'est une coïncidence, difficile à interpréter, mais en tout cas, il y a une petite période de latence avant que commence son journal de guerre, à proprement parler. À partir du 23 juillet, par contre, son journal devient une relation de son expérience de guerre au quotidien. Elle y raconte l'attente de l'ennemi, elle y raconte les craintes individuelles et collectives qui touchent cette population lorraine. Elle y raconte l'isolement, elle y raconte la confrontation aux troupes d'occupation jusqu'à la capitulation de Metz, le 29 octobre, qu'elle décrit comme un véritable choc, soit donc sur une période de 68 jours. On a 54 entrées qui se succèdent, 14 jours de silence seulement, qui s'expliquent en partie parce que parfois les conditions matérielles ne permettent pas d'écrire, et c'est le cas notamment au moment où elle se replie sur Pont-à-Mousson avec sa mère, notamment, en apprenant, après avoir appris les défaites françaises du 6 août. Voilà. Bien. En somme, le journal de René Driaucourt s'inscrit dans un ensemble de pratiques d'écriture qui permettent une saisie sur le vif de l'événement que constitue la guerre franco-allemande de 1870. Sans que le projet de témoigner soit forcément un préalable, son texte se constitue progressivement au jour le jour, de fait, en témoignage. Après avoir évoqué la jeune fille dans son rapport à l'écriture de la guerre, j'évoquerai dans un second temps la manière dont elle témoigne de son expérience de guerre. Donc l'expérience de guerre à proprement parler, cette fois. Je commencerai ici avec l'occupation. Alors bon, évidemment, ça c'est une thématique assez classique. Alors, que ce soit pour la partie écrite en guerre ou pour toutes les autres, René Driaucourt, l'idée de son journal, c'est d'abord d'écrire pour elle-même, pour se souvenir, mais également, comme je vous le disais, d'écrire pour sa mère. Plus tard, après son mariage, elle poursuit l'écriture pour son mari, quelque chose d'assez rare, mais enfin, voilà. En tout cas, on n'est pas dans une logique de témoignage. Enfin, il n'y a pas un projet de témoigner. En tout cas, pas pour le public. On est plutôt dans une logique de consignation et de fabrique de la mémoire familiale chez René Driaucourt. Et cette mémoire familiale, elle est donc faite de son expérience du quotidien et de son expérience de la guerre en particulier pour les pages qui concernent la guerre. Voilà. Bon, après, pour l'historien de la guerre de 1870, le journal de René Driaucourt, c'est un témoignage de première main, dont la qualité est d'être clair, précis et complet, et donc il est particulièrement précieux. Elle y rapporte donc un faisceau d'expériences sur lequel je reviendrai maintenant. La première expérience qui est assez globale, c'est celle de l'occupation. Alors, avant l'occupation, il y a évidemment l'attente de l'ennemi, puisque on sait que finalement le territoire français, et la Lorraine en particulier, est livré aux armées allemandes.
J'y reviendrai aussi un petit peu, hein, mais là, je reviens d'abord sur l'occupation. Paradoxalement, Renée de Riocourt, elle se retrouve confrontée à l'ennemi en cherchant à lui échapper. Puisque, bon, comme je vous le disais, hein, les nouvelles des premiers revers de l'armée française arrivent dans son village d'Aulnoy-sur-Seille. Et à ce moment-là, donc, la décision est prise assez rapidement de se replier sur Pont-à-Mousson chez une certaine Madame de Romance, qui est désignée comme étant une nièce de sa mère. C'est quelque chose d'assez classique dans les familles de l'aristocratie et de la bourgeoisie. On met les femmes et les enfants en sûreté, en particulier les jeunes filles. Pour citer Louis Lacroix, qui est un témoin de la guerre à Nancy, il s'agit de mettre leur honneur en sûreté. Et c'est précisément donc à Pont-à-Mousson qu'elle fait pour la première fois avec sa mère l'expérience de l'occupation. Son père, lui, reste au village, il est retenu par ses obligations de mère. Arrivée le 11 août dans la ville, elle ne précède les troupes allemandes que de 3 jours. De fait, dès cet exil forcé, les réalités de l'occupation rythment son quotidien et par conséquent son journal. D'une part, les soins prodigués aux blessés des batailles sous Metz, à Pont-à-Mousson, vont constituer pour elle l'un des rôles les plus actifs qu'elle aura dans la guerre. Elle, plus tard, de retour à Aulnoy-sur-Seille, elle procédera également à la traduction de certains bons de réquisition grâce à sa maîtrise de l'allemand. Et voilà. Donc ça, c'est une première expérience. L'autre expérience, ce sont les réquisitions très lourdes que subissent les populations, en particulier dans les campagnes. On en trouve 20 occurrences dans son journal, ce qui permet de souligner leur répétition. Et encore, Renée se retient dans le sens où elle indique qu'elles sont tellement nombreuses qu'elle renonce à toutes les reporter, à toutes les signaler. Elle indique également que moralement, c'est trop difficile pour elle. Ces réquisitions ont des conséquences économiques qui sont extrêmement lourdes pour la Lorraine et pour les habitants des campagnes. Si je le dis ici, c'est parce que Renée en a bien conscience. Elle craint en fait un appauvrissement des campagnes suite en fait à l'occupation, suite à la guerre. Elle n'a pas tort, car les réquisitions et le manque de bétail entraînent des difficultés plus tard à faire les labours, entraînent également l'épuisement des stocks, alors que les Français, en particulier à l'Est, sont confrontés à un automne particulièrement rigoureux, particulièrement pluvieux, et à un hiver exceptionnellement froid. Et à ça s'ajoutent évidemment des épizooties en tout genre qui sont liés en fait à la circulation des armées, à la circulation des animaux qui circulent en fait, qui accompagnent les armées. Voilà. Ces réquisitions sont une des facettes de l'occupation et de la mise en contact des populations avec les armées ennemies. C'est une réalité c'est une expérience en fait qui suscite des rancœurs assez fortes, mais assez peu d'opposition frontale. René ne manque pas de le souligner, on se fait à la dure nécessité de la guerre. On s'y fait parce que pas le choix. On a même plutôt tendance à condamner les actes de résistance par crainte des représailles, évidemment. Du reste, si les Allemands font parfois preuve de brutalité dans la manière dont ils occupent le territoire, dans la manière dont ils investissent parfois à l'espace domestique, ce n'est pas toujours le cas, c'est même assez loin d'être toujours le cas. Parfois, les relations entre occupés et occupants sont plutôt bonnes. Les officiers chargés des réquisitions s'excusent parfois d'avoir une telle besogne à accomplir, comme le rapporte René. Et en général, la cohabitation, évidemment, faut pas systématiser, entre occupants et occupés se passe assez bien, comme le relève Stéphane Audouin-Rousseau. Évidemment, ça n'empêche pas des tensions et des violences, mais voilà. Une autre facette de cette mise en relation, c'est le logement des troupes. Et là, idem, sous la plume de Renée de Riocourt, on oscille entre la description d'attitudes brutales, prédatrices, parfois des attitudes arrogantes et des comportements bien plus modérés. Par exemple, lorsqu'elle fait le récit de l'investissement du château familial à Aulnoy-sur-Seille, il y a ce passage. Alors,
ce passage, ça ne correspond pas à un événement qu'elle a vécu directement. Là, on est plutôt sur un témoignage de seconde main, hein, puisqu'à ce moment-là, au moment des faits, elle est à Pont-à-Mousson. Mais on le lui rapporte donc quand elle rentre. Hein, elle écrit ce qui les a fort mécontentés, ces Allemands qui arrivent au château. C'est dans leur désir de faire les choses complètes, de ne pas pouvoir mettre la main sur les vins fins et surtout l'argenterie, dont elle indique qu'ils ont été au préalable planqués comme il se doit, dont la perspective leur souriait évidemment. Un major même qui le croirait fouillait en personne avec son sabre et dans ce doux espoir répétant « Où est donc votre argenterie? Il est impossible qu'il n'y en ait pas ici. » Et papa se contentant de répondre « Eh bien, cherchez. » Donc ici, on a quand même le témoignage d'Allemands qui se sentent manifestement en territoire conquis et qui ne manquent pas de le faire savoir, avec tout de même une attitude qu'on pourrait qualifier de résistance à bas bruit de la part du père de René, qui ne s'oppose pas frontalement, mais qui d'un autre côté ne facilite pas non plus les choses. Voilà. Donc c'est assez intéressant. À son retour, elle donne également à voir la manière dont la guerre, qui appartient à la sphère publique, s'invite, fait irruption assez brutalement dans la sphère privée, donc dans l'espace domestique. Elle écrit « Ainsi donc, il en a couché dans toutes les chambres, excepté cependant le petit salon et aussi la tour où ils avaient d'abord la prétention de faire coucher un gendarme pour garder papa. Une espèce de maître d'hôtel étant intervenu, papa lui a fait faire un lit dans la tour et on a bien voulu se contenter d'un gendarme dans le corridor. » Ou plutôt le gendarme couché sur un coffre à bois qui garde encore la trace de ses épaules. Le général, lui, avait établi son bureau devant la porte de la chapelle, où, hélas, de très visibles taches d'encre rappelleront longtemps son passage. Alors, ce qu'on voit ici, c'est intéressant, c'est que le passage de la guerre dans l'espace privé, dans l'espace domestique, il laisse des traces qui sont tout à fait durables et qui sont tout à fait notables. Voilà, donc on a une fissuration, on pourrait dire, de ce mur de la vie privée qui est censé donc protéger les occupants de la maison, de l'espace domestique. Voilà. Alors, on notera également que l'hébergement des troupes allemandes peut aussi se passer sans contrariété particulière. Quand René parle d'une troupe qui est hébergée à Pont-à-Mousson chez Madame de Romance, elle évoque plutôt leur admiration, enfin son admiration à leur égard. C'est le 15 août, elle décrit des gens humbles, tranquilles, qui font davantage montre d'un attachement à leur pays que d'une hostilité envers la France et envers les Français. Donc voilà, on a un faisceau d'attitudes qui peuvent être et de comportements qui peuvent être assez variables et donc avec également un faisceau de relations qui peuvent, de la même manière, être très variables. Maintenant, j'en arrive à un second point qui est vraiment très important et qui se retrouve beaucoup dans le journal de René Driaucourt, c'est l'isolement. Pour parler de l'isolement, je commenterai la carte qui est ici. Alors, je ne sais pas si c'est extrêmement lisible pour tout le monde, mais enfin, je la commenterai du mieux possible. J'en dis d'abord un mot de l'occupation, c'est-à-dire de l'isolement, pardon. C'est que c'est un thème qui revient vraiment de manière récurrente. René évoque sa situation et celle de ses concitoyens en la qualifiant de supplice moral. Et elle développe, c'est le supplice des gens qui se savent et se sentent à quelques kilomètres du centre des opérations, qui se réveillent chaque matin au bruit du canon, mais qui en réalité ne savent absolument rien concernant la conduite de la guerre. Alors, c'est vrai également de ses proches, dont elle ignore tout. Pour elle, c'est particulièrement problématique. Elle a des proches, notamment des oncles. On peut penser à son grand-oncle Élion de Barbançois ou son oncle Maurice Duval de Dampierre, qui sont engagés dans l'armée et dont elle a des nouvelles très tardivement. Et voilà. Donc, elle témoigne également des conséquences de l'éloignement que cause la guerre. Alors cette situation donne beaucoup de poids aux bruits et aux rumeurs en tout genre qui parcourent la Lorraine occupée. Bon, c'est pas seulement en Lorraine, c'est un phénomène qui est assez général et qui traduit le désarroi ambiant. Dès l'annonce de la guerre, alors même que l'ennemi n'est pas encore arrivé et qu'on attend fébrilement le courrier et les journaux, certains, écrit René, vont jusqu'à coller l'oreille au sol pour tenter d'identifier le bruit du galop des troupes ennemies qui seraient en approche. Voilà. Bon, évidemment... n'est jamais le cas, et puis voilà, mais en tout cas, ça va jusque-là, dit-elle. Cet isolement, il est en grande partie dû au fait que les Allemands exercent rapidement sur les territoires occupés
un contrôle pratiquement total, et notamment un contrôle assez strict de l'information. À partir de la mi-août, les gouvernements généraux d'Alsace et de Lorraine qui préparent l'annexion sont créés. Des organes de communication officiels comme le moniteur officiel du gouvernement général de Nancy sont créés. Les journaux français, d'abord les plus virulents et ensuite tous, sont interdits. Alors certains réussissent à filtrer, à passer clandestinement, mais enfin, tout cela a créé une situation où finalement les populations locales en sont réduites à la version de l'occupant. Et évidemment, l'occupant, on est plus ou moins enclin à croire ce qu'il dit. Donc voilà, ça plonge les populations occupées dans l'incertitude. Et la conséquence, comme je le disais, c'est que Renée, elle synthétise, elle dit encore le 10 octobre 1870, elle regrette en fait d'être dans la plus complète ignorance de ce qui se passe en France, et ça donne évidemment beaucoup de poids au bruit et aux rumeurs. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, je vais essayer de resituer un petit peu la guerre sur cette carte. Dans la Lorraine, alors cette carte, elle figure dans une version un peu améliorée dans l'ouvrage. On y voit les armées allemandes. Les armées françaises, non. De toute façon, elles sont assez rapidement mises hors d'état de combattre. Donc cette Lorraine qui est quasiment complètement ouverte à ces armées-là. On y voit le blocus de Metz, on y voit les principales batailles sous Metz, mais on y voit également des numéros, donc des chiffres latins, qui correspondent en fait à un certain nombre de bruits et de rumeurs que j'ai donc spatialisés sur cette carte et qui sont donc mentionnés par René de Riocourt. Alors, il y en a un certain nombre. La plus significative, c'est le bruit concernant une déroute prussienne, donc c'est le numéro 3, dans les carrières de pierre de Jaumont, une déroute au cours de laquelle 80 000 hommes, rien que ça, auraient été tués ou blessés d'une seule traite. Voilà. Alors, c'est un bruit qui est... c'est complètement extravagant comme nouvelle. Pour vous donner une idée, je vous ai mis un petit peu ici les chiffres. Alors bon, ici on a les tués et les blessés, donc des soldats mis hors d'état de combattre lors des batailles sous Metz. Côté allemand et français, on arrive à 73 697. Donc ça voudrait dire qu'en une fois, on aurait plus de victimes que dans ces épisodes qui constituent quand même des batailles majeures de la guerre. Voilà. Bien, donc ça, il faut l'avoir à l'esprit, évidemment. Parmi ces bruits et ces rumeurs, alors j'ai pas pu toutes les spécialiser parce que là, pour le coup, l'espace de la carte ne le permet pas, mais il y en a beaucoup qui concernent Metz, où Bazaine s'est replié avec son armée et où on pourrait résumer sous le titre Bazaine, ce héros, l'ensemble de ces rumeurs. Parce que ces rumeurs qui se succèdent font état d'actes de résistance héroïque de la part de Bazaine et de ses troupes qui se livreraient à des coups de main autour de Metz, harcelant constamment les armées allemandes, etc., etc., en les mettant en extrême difficulté, au point que les autorités allemandes chercheraient à négocier, ce que Bazaine a refusé, etc., etc. On ne peut pas être plus éloigné de la réalité. Bazaine ne fait pas grand-chose à part attendre à l'intérieur des murs de Metz à ce moment-là. Voilà. Mais ça illustre bien finalement ces rumeurs et l'importance qu'on leur donne, l'isolement et la souffrance qui va avec l'isolement dans lequel se trouvent les populations qui sont donc soumises à l'occupation et coupées du reste du monde finalement à la manière de populations assiégées. On retrouve des témoignages tout à fait similaires dans les espaces assiégés. Voilà. Bien. Et j'en arrive maintenant à la dernière partie de cette conférence dernière partie donc que j'ai intitulée Un moi qui s'affirme, dans laquelle je reviendrai sur les regards singuliers que René de Riocourt porte d'abord sur la guerre mais également sur elle-même. Voilà. Bien. Alors, René de Riocourt, elle prend position sur la guerre. Elle le fait de façon assez abondante, de façon récurrente, et à plusieurs égards. J'en ai relevé au moins 3, que je développerai un petit peu ici. La place des femmes, l'ennemi, et la conduite de la guerre en général. Alors sur la place des femmes, je vais commencer avec ça, elle fait preuve d'un conservatisme qui est propre à son époque, mais pas seulement, elle fait preuve d'un conservatisme qui est propre
à son milieu aristocratique et catholique. Dès le 3 août, alors qu'elle attend anxieusement le début du conflit, elle dit à nous autres femmes qui ne sommes bonnes à rien, il ne nous est permis que la prière. Bon. Cette phrase, elle y adhère pleinement. Son domaine, c'est la sphère domestique, c'est la religion, et elle se soumet aux normes de son milieu, de la société et de l'Église. En fait, c'est que le 25 août, comme je vous le disais, avec sa participation aux ambulances à Pont-à-Mousson, qu'une forme de décloisonnement s'opère. Mais ça se fait dans un cadre qui est autorisé, c'est celui des soins aux victimes. Ça fait partie des activités qu'on juge compatibles avec la condition féminine à l'époque. En réalité, c'est quand même un peu plus complexe que ça, parce que d'après ce qu'elle dit, il ne s'agit pas juste d'apporter du secours aux blessés et de les soulager de leur souffrance. Il s'agit également de négocier avec les autorités allemandes pour pouvoir le faire, notamment auprès des soldats français. Donc parfois, il faut négocier sec, il faut donner l'assurance qu'on ne donnera pas plus aux Français qu'aux Allemands, etc., etc. Donc il y a quelque chose d'un petit peu politique quand même dans tout ça. Donc voilà, il s'agit également de collecter les lettres de soldats, de faire en sorte, enfin en tout cas de faire son possible pour qu'elles puissent arriver jusqu'à leur famille, etc., etc. Donc c'est un rôle crucial. Mais encore une fois, c'est un rôle qui est compatible avec les préjugés de son temps, d'autant plus que c'est un rôle qui est quand même résolument un rôle d'auxiliaire. Elle a encore cette formule pour évoquer l'ambulance et le rôle qu'elle peut y jouer. On peut y faire du bien, et n'est-ce pas tout ce que nous pouvons, nous autres femmes. Voilà. Donc finalement ces normes, elles sont complètement intériorisées. Il n'est absolument pas question de les questionner, encore moins de les subvertir. Comme je le disais aussi, elle s'occupera plus tard de la traduction de bons de réquisition, en mettant donc à disposition des habitants de son village sa maîtrise de l'allemand. Sur les Allemands, justement, son point de vue varie. Elle voue une haine farouche aux Prussiens. Bon, c'est pas très original. À l'époque, le Prussien, c'est vraiment l'ennemi détesté, en particulier dans les territoires frontaliers. Elle les qualifie de sale engeance. Elle reste quand même relativement polie. Elle les désigne systématiquement par des expressions du type, des expressions un peu ironiques, du type c'est messieurs. Voilà. Bon, elle leur prête évidemment des comportements grossiers, brutaux, qui sont assez largement fantasmés. Mais c'est pas une hostilité qui est généralisée à l'ennemi. Par exemple, les Saxons, les Bavarois sont vus sous un jour beaucoup plus favorable. D'ailleurs, elle croit partager avec eux justement son aversion des Prussiens. Et elle va même jusqu'à espérer que les Saxons et les Bavarois pourraient, pourquoi pas, se retourner contre les Prussiens et rejoindre les troupes françaises pour justement retourner la situation et bouter les Prussiens hors de France. Voilà, bon, on est plus dans le rêve que dans la réalité, mais voilà, en tout cas, ça montre bien que son point de vue sur l'ennemi peut varier, suivant la nationalité de l'ennemi. Sur la conduite de la guerre, René s'exprime abondamment, comme je le disais. Les acteurs de la guerre sont jugés au prisme, en général, des orientations idéologiques de René, qui sont très conservatrices. Bazaine, qui est un général loyal à l'Empire, qui est nommé commandant en chef de l'armée du Rhin le 12 août en lieu et place de Napoléon III, est jugé sous un jour très positif, jusqu'à la reddition de Metz, où il s'est replié avec son armée, comme je vous le rappelle. Voilà. Elle le voit donc sous un jour très très positif. Par contre, la République et les hommes du 4 septembre, avec Jules Favre et Léon Gambetta, c'est autre chose. C'est-à-dire que la proclamation de la République, elle est immédiatement accueillie avec la plus grande méfiance, avec même une certaine hostilité, et son incapacité à redresser la situation dont elle hérite. Je rappelle qu'à ce moment-là, quand même, l'armée qui était dirigée par MacMahon a été faite intégralement prisonnière, et que le reste de l'armée est bloqué dans Metz avec Bazaine. Donc concrètement, le gouvernement de la Défense nationale ne dispose plus d'armée régulière. Mais par contre, son incapacité à redresser la situation est impitoyablement et systématiquement raillée. De la même manière, elle a des mots qui sont toujours très durs pour Paris et pour les Parisiens. Elle condamne la proclamation de la République du 4 septembre, qu'elle attribue à tort à l'émeute.
Elle suit en cela la version de son milieu, des légitimistes, des orléanistes à leur égard. Elle s'en prend au passage au faubourg de Belleville et donc à la classe ouvrière. Je cite, jamais en retard pour ce genre de choses. On sent un discours qui est encore très marqué par un imaginaire qui est très négatif de la Révolution française. Elle s'en prend aussi très régulièrement aux Parisiens qui sont accusés de n'avoir rien fait pour protéger les provinces envahies et de se retrancher lâchement dans leurs murs, ainsi qu'à la capitale, d'où viendrait, d'après elle, le luxe, donc pêle-mêle, le luxe, les mauvais journaux et tant de misère qui se répandent sur le pays. Et pour elle d'ailleurs, ce sont ces vices supposés des Parisiens ainsi que leur rejet de la religion qui serait à l'origine de la défaite. C'est une lecture eschatologique qui est assez répandue à l'époque, et notamment pendant la guerre, mais aussi après la guerre, comme le rappelle par exemple Quentin de Luermoz, qui a écrit sur la question. Donc il n'y a rien d'étonnant non plus dans le fait que René de Riocourt, je ne vais pas m'étendre et m'étaler sur le sujet, mais porte un jugement extrêmement sévère de la Commune au printemps 1871. Voilà. Je terminerai avec un dernier point. Alors, finalement, on aura quand même fait l'heure. C'est donc les regards qu'elle porte sur elle-même. Alors, je vais aller assez rapidement sur cette question-là, sur la part justement de journal intime de ce journal. Donc René est globalement très pudique, on s'en étonnera pas, je reviendrai pas là-dessus. Quand elle évoque les émotions que la guerre lui inspire, elle se réfugie toujours dans la première personne du pluriel ou dans la deuxième personne du pluriel. Donc c'est toujours de manière collective qu'elle exprime sa souffrance, son inquiétude, etc., etc. Sa subjectivité en fait se dilue toujours dans le groupe, ce qui quelque part l'autorise. Mais ce sont tout de même ses émotions à elle. Donc voilà. Mais il arrive aussi, plus rarement, qu'elle se prenne elle-même comme objet d'écriture, et il lui arrive de se confier à son journal, et donc on l'a vu à sa mère en réalité, ce qui est d'ailleurs probablement de nature à conditionner l'écriture de manière significative. À la faveur de grandes occasions, ses anniversaires ou la nouvelle année, elle a pour habitude de se livrer à de longs développements qui sont résolument introspectifs. Le 18 avril 1871, par exemple, elle indique ainsi ne pas vouloir laisser passer ici inaperçu le jour de ses 19 ans. Elle revient sur l'angoisse des 9 mois de guerre écoulés, qui l'ont, lui semble-t-il, vieilli de 10 ans, et de conclure, pour ma part, ce n'est point, je puis le dire, sont de très sérieuses pensées qu'aujourd'hui je me sens entrer dans mes 20 ans. N'y a-t-il donc pas vraiment dans tout ce que nous avons souffert et vu souffrir, puis dans tout ce qui nous attend peut-être encore, de quoi mûrir le jugement, et donc de porter aussi irrésistiblement à de bien sérieuses réflexions. Et dans la même entrée, elle s'interroge sur sa propre destinée, sur ce que la vie lui réserve, ou plutôt tel qu'elle le pense, tel qu'elle le présente, sur ce que, il s'agit pour elle de démêler la volonté de Dieu pour elle. Voilà, ce qui autorise finalement l'introspection, puisqu'on le fait pour démêler, n'est-ce pas, des desseins supérieurs. Donc voilà. Au carrefour de sa vie, puisque c'est là qu'elle est, à 19 ans, elle s'interroge sur la voie à suivre. La vie mondaine lui inspire un franc dégoût. Bon, la vocation religieuse, elle, lui inspire de l'admiration, mais elle ne s'y sent pas à sa place. Et donc, elle penche plutôt vers une troisième voie, ce qu'elle appelle la véritable vie de famille. Et donc, en creux, se pose la question du mariage, même si elle ne l'évoque jamais clairement, directement. Voilà. Et ça, c'est assez typique de cette période prénuptiale identifiée par Philippe Lejeune dans les journaux de jeunes filles. Alors, elle identifie dans cette voie, dans la voie du mariage, en fait, ou dans la vie de famille, un bonheur pur et calme. Mais bon, voilà, ce sont des réflexions qui restent quand même très ponctuelles. Il y en a d'autres. Alors, dans le journal, je suis pas convaincu, mais par exemple, la dernière entrée c'est pas la dernière entrée de ce carnet, mais il y a la dernière entrée de l'année 1873, elle fait un petit peu la même chose. Donc, systématiquement, donc en fin d'année ou pour ses anniversaires, elle revient. Enfin, c'est un petit peu l'occasion de longs développements sur lesquels elle fait une sorte de bilan de soi, on pourrait dire. Cela dit, on peut quand même entrevoir là-dedans, on pourrait l'interpréter comme tel, des restes de journal surveillé, puisque encore une fois, elle écrit pour sa mère, et on peut supposer que mener de telles réflexions,
réaffirmer au passage sa soumission à la volonté divine, ça fait partie des attentes que sa mère peut avoir à son égard. Voilà. Mais bon, en tout cas, René ne s'en projette pas moins dans l'avenir avec des questions croisées à la destinée nationale, en particulier le sort réservé à la Lorraine, promise à l'annexion, hein, ce dont elle s'inquiète vivement, se mêle la question de son propre avenir. Et à mesure que l'on avance dans le journal, sa personnalité, à travers ses réflexions, s'esquisse progressivement. Voilà. Alors pour conclure, je vais conclure très brièvement. Le journal de René Driaucourt est un témoignage d'une exceptionnelle clarté qui tend à s'ériger en document par sa réécriture et l'ajout de notes. Pour autant, évidemment, son objectif n'est pas de s'adresser au public. C'est moi qui l'adresse au public par justement cette publication que je vous propose. Il témoigne de la guerre elle-même, bien sûr, et principalement. Mais il témoigne aussi d'une capacité de certains témoins de la guerre à mobiliser une forme littéraire, celle du journal, pour consigner leur expérience et en garder une trace écrite. Et s'il ne s'agit pas d'un journal intime à proprement parler, René s'y dévoile en tant qu'individu malgré tout, sous certaines facettes, plus ou moins personnelles, plus ou moins intimes, de son rapport à la guerre, à la politique en général, à sa condition de femme, à la religion, à son rapport à elle-même, à des questions donc plus personnelles, voire existentielles. Et parmi les documents sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler concernant 1870, c'est sans nul doute l'un des plus riches par son volume, la quantité de détails qu'il donne et les thèmes qu'il permet d'aborder. Merci de m'avoir écouté.